bonjour à tous les trois et je vais démarrer par vous, Brigitte Sicard, vous avez un micro. Bonjour, vous êtes à la tête de 2 salons de coiffure dans l'agglomération de Tours qui emploient 8 salariés et vous dirigez par ailleurs depuis 3 ans un CFA de la coiffure qui accueille déjà 180 apprentis et vous nous raconterez tout à l'heure quels sont les départs en mobilité que vous avez pu organiser en tant que chef d'entreprise et en tant que directrice de CFA. On poursuit le petit tour de table avec vous, Théophile de Bonaventure. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez depuis peu la Reliure du Limousin en Corrèze. C'est une entreprise spécialisée dans la restauration de documents anciens qui emploie 88 salariés et vous avez aussi créé un CFA interne. 3e interlocutrice, c'est Marie Buffet. Bonjour. Bonjour. Alors Marie Buffet, vous êtes déléguée interdépartementale d'OPCO EP, vous couvrez 4 départements dont la Corrèze et vous avez précisément accompagné la Reliure du Limousin dans la création du CFA dans un premier temps et dans un second temps dans le séjour de 9 alternants, un séjour de 2 semaines en Afrique du Sud et c'est une mobilité, on va le voir, qui était très liée aux enjeux métiers et on va le découvrir dans le petit film qui a été réalisé par OPCO EP sur cette expérience. Je propose de regarder en images cette mobilité. La Reliure du Limousin, c'est une entreprise française créée en 1950 dont le savoir-faire est la reliure artisanale et la restauration du patrimoine écrit. Forte de ces savoir-faire qui existent depuis 73 ans maintenant, la Reliure du Limousin a créé son centre de formation d'apprentis en 2022 pour transmettre ces savoir-faire aux générations futures. C'est une école qui prépare au CAPR de la reliure entre 10 et 12 jeunes chaque année en apprentissage. Le projet Isico, c'est la restauration d'une fresque en aquarelle. Donc on devait réparer les grandes déchirures qui étaient présentes dessus. On a dû combler également. On est parti fin mars 2023, pendant 2 semaines, donc jusqu'à la première semaine d'avril. On est parti, on était 9 apprentis et on avait notre formateur avec nous, parce que c'est une expérience unique de partir à l'étranger. C'est pas tous les jours qu'on peut restaurer une fresque en aquarelle qui date de 1929, il me semble. J'avais jamais fait de restauration de plans, donc c'était la première fois que j'en faisais. Le formateur ne connaissait pas du tout, il a découvert comme nous le lieu, la fresque. Il nous a accompagnés donc, au musée Isico, mais il s'est plus mis en retrait pour nous laisser nous débrouiller avec nos compétences. Je les ai accompagnés du coup sur le plan technique, la restauration de l'œuvre, une œuvre exceptionnelle par sa grandeur, déjà par son format, et puis son support papier avec une aquarelle. Beaucoup d'entraide entre les apprentis, du coup ça unifie les troupes. Donc ça c'était très important, on les a trouvés changés au retour. L'OPCO EP nous a bien aidés. Déjà, ils financent aussi en bonne partie le voyage qui a eu lieu et ils nous ont aidés à le monter avec les modèles de convention, tout un tas de conseils parce que c'est quand même pas simple d'envoyer 10 jeunes avec leurs professeurs en Afrique du Sud au bout du monde. Si je devais résumer l'accompagnement de l'OPCO EP, c'est en premier du conseil et en second du financement. Donc voilà, vraiment le nerf de la guerre pour que ce projet ait pu être mené à bien. Théophile de Bonaventure, racontez-nous comment cette expérience a pu prendre forme bien avant de parler de création de CFA. Et là, on va donc remonter à la fin de l'année 2021. Quels étaient vos enjeux à ce moment-là ? Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, fin 2021, la Reliure du Limousin, c'est une entreprise qui est
leader de son domaine en France sur la restauration des documents anciens et la reliure artisanale. Une entreprise qui existe depuis 73 ans avec, dans les 60 salariés qui sont à l'atelier, une trentaine qui ont plus de 25-30 ans d'expérience et qui approchent de la retraite. Et un constat qui est que les savoir-faire, si on ne fait pas grand-chose d'ici 10 ans, les savoir-faire vont s'éteindre parce qu'il y a une difficulté à fidéliser les jeunes dans l'entreprise, à les faire adhérer à ce qui s'engage sur la durée, en fait. Parce que la particularité de notre métier et de nos métiers, c'est qu'ils sont longs à acquérir. Ils demandent beaucoup de répétition des gestes pour être maîtrisés, et donc ça demande un engagement des jeunes sur la durée. Ça veut dire qu'on est opérationnel 5-7 ans avant d'être vraiment autonome. Et le recrutement classique ne fonctionnait pas, les jeunes venaient, ce qui avait marché il y a 50 ans ou il y a 30 ans pour le recrutement des équipes actuelles ne fonctionnait plus aujourd'hui. Et donc, moi, ma mission première, c'était de réfléchir à cette problématique de la transmission. Il y avait une culture de l'apprentissage dans l'entreprise, avec la transmission des gestes au fil des générations. Et la solution du CFA a paru évidente. Donc, en septembre 2021, on s'est lancé dans la création d'un centre de formation d'apprentis interne. L'entreprise était déjà OF, mais on part avec cette idée-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté Marie, en 2021, justement. Marie Buffet, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, quelle orientation, quel type de conseils apportez-vous pour d'abord créer le CFA et puis ensuite, on le verra, mettre en œuvre cette idée de mobilité? Oui, alors tout simplement, Théophile m'a contacté. J'étais très surprise de recevoir un appel en provenance du Cap. Au début, je me suis dit, c'est un fake, je ne réponds pas. J'ai écouté mon message et finalement, j'ai vu que j'avais quelqu'un de sérieux au bout du fil. Parce que Théophile, à l'époque, travaillait donc en Afrique du Sud. Vous étiez expatrié, c'est ça. Donc j'ai eu la chance d'être associée dès le départ à ce magnifique projet. On a beaucoup échangé avec Théophile pendant de nombreux mois sur toutes les modalités techniques inhérentes à la création du CFA. Et au-delà de toutes ces considérations, on va dire, plus techniques, je lui ai ouvert l'intégralité de mon réseau que j'avais en Corrèze, puisque, vous l'avez compris, Théophile venait du Cap et il avait besoin de se constituer un réseau. Donc je l'ai mis en relation avec tous les acteurs locaux qui interviennent sur le champ de l'alternance dans le département. Et puis même au-delà, puisque je l'ai mis en relation avec le conseil régional, je l'ai mis en relation avec des institutionnels, type l'ADETS, puisqu'il fallait asseoir aussi la réputation du CFA sur le maillage territorial. Théophile, alors vous avez pu, en quelques mois, ça c'était décembre 2021, et en septembre, vous avez votre première promo avec ce CFA interne. Vous avez pu en quelques mois monter le CFA. Tous les CFA qui sont présents ici imaginent un peu la performance, parce que Calliope, toutes les démarches, etc. Et puis il y avait aussi une nécessité d'avoir des soutiens financiers, soutien de la collectivité, soutien de la branche également. Oui, tout à fait. Donc il a fallu un peu ouvrir 50 portes en même temps. Et là-dessus, effectivement, ce que disait Marie est très vrai. Le fait qu'elle m'ait ouvert tout son réseau et tout un tas de contacts m'a permis d'avancer dans toutes les directions en même temps, à la fois sur Calliope, mais sur le fait de trouver des financements, parce qu'on a un contrat qui est assez faible, donc pour le démarrage, on avait besoin d'aide pour le matériel, pour tout un tas de choses, mais aussi sur la partie pédagogique. Marie m'a mis en relation avec le CFA académique du Limousin, donc avec lequel on travaille, qui nous a énormément aidé aussi pour tout un certain nombre de process, qui nous fournit aussi les professeurs pour un certain nombre de matières dont on n'a pas la compétence. Et donc nous, on est allé chercher 2 artisans relieurs qui étaient à leur compte, qui exerçaient depuis une trentaine d'années, qui avaient une dimension pédagogique forte, et on les a embauchés pour ce projet-là. Et c'est eux qui dispensent l'enseignement général, l'enseignement technique, pardon, le domaine professionnel en reliure, et l'enseignement général, des professeurs de l'académie viennent chez nous. Donc oui, effectivement, ça a été pas mal de boulot. Et finalement, le fait d'être à l'étranger pour le construire, ça m'a permis d'être bien concentré, d'avoir mon projet assez clair. Alors il a fallu faire beaucoup de choses en visioconférence, mais je suis venu en France 2-3 fois quand même pour un certain nombre de jalons, notamment l'audit Calliope. Mais le CFA a pu voir le jour en septembre 2021 avec 10 jeunes qui ont rejoint cette première promotion poil de carotte, comme on l'a baptisé.
Et donc cette première promotion, ils ont tous eu leur diplôme en juin 2023 du coup. On en a embauché 7, on a proposé un poste à 9 d'entre eux, il y en a 7 qui nous ont rejoints. Et la nouvelle promotion est arrivée en septembre 2023 et ça se passe super bien. C'est une formation, donc CAP en 1 an. Tout à fait. Qui, m'avez-vous dit dans notre échange préparatoire, n'a pas d'équivalent en Europe. Vous aviez regardé, en fait, il n'y a pas de... En fait, c'est la seule formation en reliure artisanale en apprentissage en France. Et en fait, si on regarde plus largement en Europe et même dans le monde, il y a très peu d'entreprises qui ont les savoir-faire qu'on a en reliure artisanale et en restauration. D'une part parce que en fait, la reliure artisanale, c'est quelque chose qui un peu du siècle d'avant, on va dire, qui s'est éteint dans beaucoup de pays avec la digitalisation. En France, on a conservé le papier, et ce qui fait les affaires de notre entreprise, puisque la reliure artisanale existe encore pour beaucoup de municipalités. Toutes les reliures d'état civil dans les municipalités sont faites à la main, et donc ça permet à notre métier d'exister encore. Et la spécificité aussi de notre CFA, c'est l'international. En fait, en 2021, l'entreprise qui est leader en France sur son secteur fait le constat aussi que l'avenir se situe potentiellement à l'international, avec des savoir-faire à faire valoir. Et tous les salariés de l'entreprise à ce moment-là, en fait, c'est des gens du coin, excellents, des très bons artisans, mais qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent pas d'autres langues que le français, qui, pour la plupart, sont même pas montés jusqu'à Paris. Et donc, il y a un enjeu d'ouverture vers l'autre, vers l'étranger, vers le déplacement. Et dès le départ, quand on a créé le CFA, on a mis l'ingrédient mobilité, dimension internationale, pour 2 raisons. D'une part, pour que les jeunes puissent avoir ces compétences-là, mais aussi parce que on s'est dit que ça allait les intéresser, ça allait les attirer, ça allait leur permettre de se dire j'ai un futur dans cette entreprise et dans ce métier, parce que je peux l'exercer en fait dans plusieurs pays, parce qu'en fait c'est pas réduit à un seul scope. Ça ouvre plein de portes. Et ça aide aussi sur le recrutement. Ouais. Donc le projet international il était présent assez tôt finalement, et Marie Buffet, vous avez pu du coup accompagner très en amont le CFA sur ce projet de mobilité, avec un certain nombre là aussi d'orientation vers des acteurs dédiés et d'informations un peu basiques ou parfois plus pointues, et on en a vu un certain nombre ce matin. Oui, effectivement, un certain nombre. Donc, en plus de cet accompagnement réseau, j'ai accompagné Théophile notamment sur le choix. On était parti plutôt sur une mobilité courte qui était plus facile à mettre en œuvre. Je l'ai accompagné sur la sécurisation du cadre juridique de la mobilité, notamment en fournissant des conventions de mise à disposition type. Et puis, bien évidemment, nous l'avons accompagné financièrement. On a étudié ensemble en termes de budget ce que la prise en charge OPCO-EP allait représenter, puisque je rappelle qu'il y a 2 axes de financement, comme le disait Sophie ce matin. Nous avons un financement de l'alternant, qui est un financement à hauteur de 500 € par semaine, et un financement du référent mobilité qui est à hauteur de 500 € par apprenti. Donc ça nous permettait, avec des financements donnés à l'avance, de pouvoir budgéter une telle opération pour que le CFA sache exactement dans quelle direction il allait et qu'il puisse intégrer l'intégralité des coûts inhérents à cette mobilité. Merci beaucoup. Alors Brigitte Sicard, vous, avec vos salons de coiffure, vous avez organisé aussi des mobilités, et on parlera tout à l'heure de l'aspect CFA, puisque vous avez cette double casquette. Vous avez pu faire partir 2 de vos 8 salariés en mobilité, c'était à Rome et à Bruxelles. Quel intérêt déjà pour vous en termes d'enjeux professionnels? Quel est l'intérêt de faire partir ces 2 salariés alternantes? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Alors oui, je vais commencer en tant que chef d'entreprise. Alors pour moi, c'était important. Alors déjà pour les sensibiliser un petit peu à un échange, même déjà avec les clientes. Je trouve que ça leur ouvre davantage l'esprit. Ça leur ouvre des sujets de conversation avec les clientes parce qu'elles étaient vraiment motivées. Donc, dès que le CFA leur a proposé cette mobilité, c'est quelque chose qu'elles ont voulu partager tout de suite avec leurs clientes. Donc, ça a duré sur 2 mois avant le départ.
Donc pendant 2 mois déjà, ça les a motivés. Ensuite, ça a été une conversation qui a duré après pour le retour. Sur un plan professionnel, alors ça les a rassurés sur notre méthode chez nous, comment on travaille. Alors là, évidemment, je vais valoriser le CFA, où elles sont formées, mais aussi dans les entreprises. C'est là qu'elles ont vu qu'on avait une formation qui était vraiment bien faite, qui était concrète, qui était bien formatée. Donc, pour elles, c'était important. Ça les fidélise aussi dans l'entreprise, parce qu'elles se rendent compte qu'on est à leur écoute, qu'on veut les faire évoluer. Et ça, je pense que c'est un point vraiment positif pour l'entreprise. Oui, donc les premières mobilités, en Italie, les a plutôt convaincus que le modèle de salon de coiffure à la française était meilleur. Là, vous avez un prochain projet de mobilité en Grande-Bretagne, à Londres notamment. Et là, Londres, pour le coup, c'est the place to be, notamment pour tout ce qui relève des couleurs en coiffure. Voilà, alors là, on est complètement dans un autre domaine, parce que c'est vrai qu'à Londres, ils sont très avant-gardistes, hein, ça, on ne va pas se le cacher. Même si pour eux, c'est pas évident en ce moment, parce qu'ils ont souffert avec le Covid. C'est vrai qu'en Angleterre, ça va pas très bien, donc il y a eu beaucoup de salons de coiffure qui ont fermé. Mais avant tout, ils sont vraiment avant-gardistes au niveau de la couleur. Donc, j'appréhende un peu le retour. Non, je rigole. Mais oui, il va falloir qu'on se bouge aussi, certainement, parce qu'ils vont avoir des envies et des attentes, à mon avis, quand ils vont revenir. Ça, c'est sûr. Ils vont faire en plus un stage chez Vidal Sassoon. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais c'est assez pointu. Donc, oui, je pense que ça va leur donner des envies. Théophile de Bonaventure, alors cette mobilité que vous avez menée en Afrique du Sud, l'idée est d'aller plus loin, vous aussi. L'idée est de systématiser même le départ en mobilité pour chaque promo de 10 à 12 alternants que vous avez, avec une équation financière qui est quand même pas évidente, parce que certes il y a l'aide de l'OPCO-EP, en même temps c'est des destinations parfois un peu lointaines et vous l'évoquiez à demi-mot tout à l'heure, vos coûts contrats ne sont pas particulièrement élevés. Ils sont de combien exactement ? Nos coûts contrats, ils étaient de 7 000 l'année dernière. Là, ils sont passés à 6 300 € par jeune. Donc oui, effectivement. Alors moi, je ne connais pas bien. Je ne sais pas si c'est pas ou si c'est la norme, mais c'est vrai que pour une promotion de 10 jeunes sur un métier qui est très technique, qui demande d'achat de matériel, du cuir et autres, c'est difficile, ouais. Et donc là, très clairement, le fait qu'il y ait une entreprise dans l'équation, ça fait que l'entreprise couvre la perte qui peut être générée, parce qu'elle y voit un intérêt pour le futur de ses savoir-faire. Est-ce que c'est à terme, parce que on se dit 10 alternants, 6 300, c'est 63 000, vous avez déjà 2 professeurs à temps plein là-dessus, ouais, plus les enseignants académiques. Est-ce que vous avez été aidé au départ, on l'a dit, à la fois par le conseil régional et avec d'autres financements, notamment celui de la branche imprimerie industrie graphique, oui, à laquelle vous appartenez. Ça, c'est des financements plutôt ponctuels. Est-ce qu'à terme, vous allez pouvoir à la fois continuer avec des promos de 10-12, voire, ce qui est l'un de vos souhaits, peut-être élargir votre CFA en accueillant des alternants externes? Oui, alors effectivement, en 2021 et 2022, on a eu des subventions exceptionnelles. En 2021, une subvention destinée à la revitalisation de l'emploi dans notre territoire. Et en 2022, la branche professionnelle nous a aidés. Et effectivement, on attend les nouveaux niveaux de prise en charge avec impatience, mais on verra on verra un peu pour la stratégie au fil de l'eau. Pour l'instant, on a notre projet CFA qui fonctionne bien. L'idée d'élargir, en fait, si on augmente le nombre d'élèves, il faut augmenter le nombre de professeurs aussi, puisque il faut une certaine disponibilité du professeur par rapport aux élèves, puisque c'est un métier qui s'apprend, qui est manuel. L'élève doit répéter les gestes, il doit parer son cuir plusieurs fois pour savoir le faire, et il y a un accompagnement individuel qui est très fort. On ne peut pas avoir de grosses promos. On ne peut pas avoir de grosses promos. On ne peut pas avoir 60 élèves dans une classe avec 2 professeurs, ça ne fonctionne pas. J'ai 2-3 petites questions pour vous qui sont posées par les participants via l'application. Quel est le profil des apprentis ? Quel parcours antérieur ? Alors c'est une bonne question, ils sont extrêmement variés. Déjà, on a un gros engouement pour notre formation. On a 10 places, on a 150 candidatures chaque année, là, depuis les 2 dernières années. Là, on n'a toujours pas publié, on a déjà 40 candidatures. Alors, c'est énorme.
parce qu'il y a une demande pour ce type de formation sur ce modèle-là, l'apprentissage. Et les profils sont extrêmement variés. Ça va du doctorant en reconversion, qui va quand même aller se former à un CAP, des doctorants en histoire de l'art, qui ont fait des maîtrises d'histoire, donc des jeunes qui ont un gros niveau d'études déjà, et des jeunes qui ont, pour certains, décroché aussi, et d'autres qui ont... par exemple, on a une jeune qui a été meilleure ouvrier de France en céramique, donc un CAP céramique, donc elle a ce goût du geste, ou des jeunes qui ont fait de la couture. Et on a effectivement quelques jeunes qui ont décroché complètement et qu'on raccroche via un dispositif de prépa-apprentissage. Donc nous, on fait des prépa-apprentissages chaque année pour 10 jeunes qui sont en situation d'exclusion et qu'on apprend à connaître sur en fait, le geste, la qualité du geste. Pour nous, on ne recrute jamais sur un CV, on va vraiment recruter sur la compétence, sur la capacité à faire et la motivation du jeune. Donc en fait, les profils sont hyper variés. Ouais. Moi, je ne suis pas manuel, j'aurais jamais été pris, mais voilà. Parlez bien près du micro, Théophile, pour qu'on vous entende bien. 2 autres questions. Il me semble que vous avez répondu à la première. Le CFA forme combien d'apprentis? Vous nous avez dit 10-12. Oui. Sur ce nombre, combien resteront? C'est quoi, 8 sur 10? 7 sur 9? C'est ça à peu près. À la fin de l'année, l'année dernière, on en avait 9. Et cette année, ils sont encore là, les 12. Donc on croise les doigts parce que ça a toute son importance. Et autre question de curiosité intéressante, comment avez-vous eu l'idée de créer votre CFA depuis le Cap? Je connaissais bien l'entreprise, j'en ai discuté avec le dirigeant à l'époque, et lui il me parlait de l'apprentissage. Mais lui, il avait une conception, il pensait qu'on faisait déjà de l'apprentissage sans le faire. En fait, dès que quelqu'un rentrait, il y avait déjà un tutorat, il y avait déjà un maître d'apprentissage en fait, mais on l'avait jamais formalisé. Et il se trouve que moi je vivais au Cap, donc j'ai porté le projet. J'ai pris un abonnement téléphonique pour appeler en France et puis ça s'est fait, mais voilà. Mais je suis revenu en France assez vite et puis finalement moi j'habite à Brive et je fais tout ici maintenant. Merci beaucoup Brigitte Sicard pour clôturer cette séquence. Vous êtes un peu dans le même état d'esprit que Théophile, c'est-à-dire que vous souhaitez systématiser les mobilités internationales pour tous les alternants. Là, c'est avec votre casquette de directrice du CFA. Alors ça, du coup, ça peut se faire comment et sur quel niveau? Vraiment sur tous les niveaux auxquels vous formez, il y aurait dans le parcours une mobilité internationale? Alors oui, c'est tout à fait possible. Alors les CAP qui arrivent en première année, peut-être pas, mais de toute façon, quand ils arrivent en CAP première année, ils viennent au moins pour un cursus sûr de 4 ans. Chez nous, c'est au moins 4 ans, voire 7 ans, s'ils vont jusqu'au brevet de maîtrise. Donc ça nous laisse largement le temps pour qu'ils fassent 1, voire 2 mobilités, sans problème. Donc nous, l'an dernier, alors comme vous l'avez dit, ça fait que 3 ans donc, qu'on est passé CFA. L'an dernier, donc, on a commencé en douceur, on les a proposés simplement en individuel. Ça n'a pas eu beaucoup de succès, on en a 2 qui sont partis en individuel. Je pense que comme ça a été dit tout à l'heure, ça fait un peu peur. Donc finalement, on a décidé de le faire en groupe maintenant. Donc systématiquement, on fait partir une classe entière. Pour nous, même au niveau de la gestion, c'est presque plus facile à gérer. Puis là, il y a une application vraiment de la part de tout le monde et des professeurs, de toute l'équipe pédagogique. Les élèves travaillent le projet ensemble. Donc là, ça les responsabilise vraiment. Généralement, les jeunes qui ne partent pas, malheureusement, ce n'est pas dû à eux, mais dû aux chefs d'entreprise. Et ça, c'est dommage. Je pense que là, je vais avoir encore un travail à faire auprès des chefs d'entreprise, de mes collègues, puisque c'est aussi mes collègues, pour justement leur prouver que justement, c'est important qu'ils fassent... vaut la chandelle. Exactement. Mais on va y travailler. Hein. Je vous dis, c'est tout nouveau, donc on va le faire, parce que je pense que vraiment, c'est important. Et en plus, parce qu'on a tous les âges, nous, hein, parce qu'on fait aussi de la reconversion. Donc, on peut avoir vraiment des adultes, mais on a aussi du jeune public hein, qui ont 15, 16 ans. Et je trouve que ça leur permet aussi d'apprendre à vivre en communauté, ces jeunes-là, d'apprendre à se respecter, le fait de partir tous ensemble. Et puis, pour certains, c'est l'occasion aussi de partir, de faire pour la première fois un voyage. Donc, je trouve que c'est important. Donc, je remercie aussi les OPCO parce qu'ils participent. Hein. Et pour ces jeunes, je pense que c'est très important. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 pour votre pouvoir de conviction.